Le bruit d'un os qui se brise a résonné dans le garage comme une branche sèche qui se casse. Ma tête a été projetée en arrière avec une telle force que j'ai heurté le mur de béton derrière moi. Du sang chaud coulait sur mon visage tandis que Marcus, mon cousin, restait devant moi, les poings toujours serrés, respirant bruyamment. « Je t'avais dit de ne pas toucher à mes affaires », a-t-il crié, les yeux injectés de rage. « Maintenant, tu as compris. » J'ai serré mon nez à deux mains, sentant le cartilage complètement déplacé. La douleur était insupportable, pulsant dans mon crâne comme des coups de marteau. Des larmes coulaient involontairement de mes yeux, tandis que j'essayais de respirer par la bouche. « Papa !» ai-je crié en direction de la maison, ma voix étouffée et déformée. Marcus m'a cassé le nez. Appelle une ambulance. La porte arrière s'est ouverte et mon père est apparu, toujours avec la télécommande à la main. Il m'a regardé, couvert de sang, puis Marcus, qui avait toujours l'air renfrogné, et ensuite, il a ri. Il a ri fort, secouant la tête comme s'il avait été témoin d'une farce d'enfant. « Oh, Lévi, arrête ton cinéma », a dit mon père en gesticulant avec désinvolture. « Les garçons, tu sais comment ils sont. N'appelle pas la police ou quoi que ce soit. Ça ruinerait la vie de Marcus. Il essaie d'entrer à l'université. Je m'appelle Lévi, j'ai 22 ans, et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait. Pas seulement à cause de la douleur physique qui me transperçait le visage comme des lames, mais aussi parce que je réalisais avec effroi que mon propre père accordait plus d'importance à l'avenir de mon agresseur qu'à ma sécurité. Marcus a souri avec satisfaction, sachant qu'il était protégé. Il a essuyé ses poings sur son t-shirt et s'est dirigé tranquillement vers la porte de la maison, passant devant mon père comme si de rien n'était. « Va te laver le visage et arrête de pleurnicher », a poursuivi mon père en haussant les épaules. « Ce n'est qu'un nez cassé, ce n'est pas la fin du monde. Et avant que tu ne fasses une bêtise, rappelle-toi que Marcus vit ici parce que ses parents ont traversé une période difficile. Il est pratiquement mon fils aussi. » Je suis resté là, debout, le sang coulant sur le sol du garage, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Mon cousin venait de me frapper brutalement parce que j'avais emprunté un tournevis dans sa boîte à outils pour réparer mon vélo. Et mon père était plus préoccupé par l'avenir universitaire de Marcus que par le fait de m'emmener à l'hôpital. Mais alors qu'il pensait que j'étais brisé et humilié, quelque chose de très différent se passait en moi. Une froideur calculatrice que je ne me connaissais pas commençait à prendre forme. Si vous aimez cette histoire de dépassement de soi et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple agression allait devenir le catalyseur d'une révélation qui allait changer notre famille à jamais. Car ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que j'avais gardé bien plus que des outils dans le tiroir de ma chambre. 3 heures plus tard, j'étais assis dans la salle des urgences de l'hôpital municipal, toujours vêtu de mon t-shirt ensanglanté, attendant d'être pris en charge. Je n'avais pas appelé d'ambulance comme mon père me l'avait suggéré ironiquement. J'avais conduit jusqu'à l'hôpital tout seul, une serviette pressée contre mon visage et la vue brouillée par des larmes involontaires. L'infirmière qui m'a accueilli m'a posé les questions habituelles. Comment cela s'est-il passé? Qui a fait ça? Faut-il appeler la police? C'était un accident. Ai-je menti en regardant le sol? Je me suis cogné le visage contre une porte. Elle m'a regardé avec cette expression que les professionnels de santé ont quand ils savent que vous mentez, mais qu'ils ne peuvent pas vous forcer à dire la vérité. Elle a simplement hoché la tête et a continué à prendre des notes dans le dossier. En attendant les radiographies, j'ai pensé à Marcus. Mon cousin de 25 ans qui vivait avec nous depuis près de 2 ans, depuis que mon oncle Robert avait perdu son emploi à l'usine et que ma tante Linda avait été diagnostiquée d'un cancer. Ce qui devait être une aide temporaire s'était transformé en une situation permanente, Marcus occupant la chambre d'amis comme s'il était l'héritier légitime de la maison. Marcus a toujours été un problème. Enfant, il cassait mes jouets exprès pendant les réunions de famille. À l'adolescence, il a répandu des rumeurs sur moi à l'école, racontant que je faisais encore pipi au lit à 15 ans. À 18 ans, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse, mais mon père a payé sa caution et engagé un avocat coûteux pour faire disparaître les problèmes. La famille s'occupe de la famille, disait toujours mon père, mais cette protection ne s'étendait jamais à moi. Maintenant qu'il vivait dans notre maison, Marcus était devenu encore plus audacieux. Il mangeait ma nourriture dans le réfrigérateur, empruntait ma voiture sans demander, amenait ses copines dormir dans la chambre à côté de la mienne. Lorsque je me suis plaint à mon père du bruit pendant un examen important à l'université, il a ri et m'a dit « Oh, Lévi, tu es jaloux parce que tu n'arrives pas à te trouver une petite amie. » Le médecin a confirmé ce que je savais déjà. Fracture simple du nez, sans déplacement grave. Je n'avais pas besoin d'être opéré, mais il faudrait plusieurs semaines pour que ça guérisse complètement. Il m'a prescrit des analgésiques et m'a donné une liste de précautions à prendre après le traumatisme. « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas porter plainte ?» m'a-t-il demandé en examinant attentivement mon visage. Ce genre de blessure est rarement accidentel.
J'ai secoué la tête. Pas encore. Pas tant que je n'avais pas un meilleur plan. De retour à la maison, j'ai trouvé Marcus en train de regarder la télévision dans le salon, les pieds sales posés sur la table basse que ma mère avait achetée avant de mourir. Il regarda mon nez bandé et sourit avec satisfaction. « Tu as retenu la leçon ?» demanda-t-il en mâchant un sandwich préparé avec les ingrédients que j'avais achetés au supermarché. Mon père était dans la cuisine, préparant le dîner comme si de rien n'était. Quand il me vit, il me fit un signe de la main. « Comment va ton nez, fiston ? Le médecin a dit quelque chose d'important ? » « Il est cassé, » répondis-je d'une voix neutre. « Ça va prendre quelques semaines pour guérir. »« Ah, eh bien, ces choses-là arrivent, » dit-il en remuant la sauce des pâtes. « Marcus m'a dit que vous jouiez à vous battre et que ça avait dégénéré. Les garçons, ça. » Je jetai un coup d'œil à Marcus, qui souriait maintenant ouvertement, sachant qu'il avait inventé sa propre version des faits. Une version que mon père accepterait volontiers parce qu'elle était plus commode que d'affronter la réalité. À ce moment-là, quelque chose se cristallisa dans mon esprit. Il ne s'agissait pas seulement de mon nez cassé. Il s'agissait d'années de traitement préférentiel, d'années d'excuses, d'années passées à être le fils le moins aimé dans une maison qui aurait dû être la mienne aussi. Marcus ne le savait pas, mais je n'étais plus le garçon sans défense qu'il avait l'habitude d'intimider. Au cours de mes 3 années à l'université, où j'avais étudié l'informatique et le droit en matière secondaire, j'avais appris des choses précieuses. Notamment comment documenter des preuves, comment effectuer des recherches juridiques et comment fonctionnent les systèmes numériques. Et surtout, Marcus ne savait pas qu'il y avait un tiroir fermé à clé dans ma chambre, où je gardais non seulement des documents importants, mais aussi un petit enregistreur numérique que j'avais utilisé pour enregistrer plusieurs des conversations humiliantes que j'avais eues avec mon père au fil des ans. Des conversations où il me faisait clairement comprendre qui était son préféré dans la famille. Y compris celle d'aujourd'hui, où il m'a clairement dit qu'il ne voulait pas que j'appelle la police parce que cela ruinerait la vie de Marcus. Alors que je regardais mon cousin célébrer sa victoire et mon père continuer à cuisiner comme si tout était normal, j'ai souri intérieurement. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que j'accepterais cela comme j'avais accepté tant d'autres humiliations. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que dans quelques heures, je commencerais à mettre en œuvre quelque chose que je planifiais depuis des mois. Un moyen de révéler exactement qui était Marcus, en utilisant des outils dont il ne soupçonnait même pas l'existence. La vraie question n'était pas de savoir s'il paierait pour ce qu'il avait fait. La question était de savoir combien de temps il faudrait pour que toute la vérité sur notre famille dysfonctionnelle soit révélée. Dans les jours qui ont suivi l'incident, Marcus est devenu une version encore plus toxique de lui-même. C'était comme si le fait de me casser le nez avait libéré quelque chose de primitif en lui, une soif de domination que je n'avais jamais vue aussi clairement. Le lundi matin, je me suis réveillé à 5h30 au son de la musique qui venait de sa chambre. Quand je suis allé me plaindre, j'ai trouvé la porte ouverte et Marcus en train de faire des exercices torse nu, en sueur et criant au rythme d'une playlist de rap agressif. « Désolé, cousin », a-t-il dit sans s'arrêter de faire des pompes. « Je me prépare pour le test physique de l'académie de police. Je dois être en forme pour protéger et servir. Tu vois ?» L'ironie était dévastatrice. L'homme qui m'avait brutalement agressé postulait pour devenir policier. Et mon père, qui descendait les escaliers à ce moment-là, s'est contenté de sourire fièrement. « Quel dévouement, Marcus. Je vais te faire un café bien fort. » Quand j'ai essayé de mentionner que la musique m'empêchait de dormir, d'autant plus que je prenais encore des analgésiques pour la douleur au nez, mon père a levé les yeux au ciel. « Lévi, tu dois arrêter d'être si sensible. Un vrai homme ne se plaint pas pour un peu de bruit. » Le mardi, Marcus a amené 3 amis pour regarder le match de football dans notre salon. Quand je suis rentré du travail, ils étaient affalés sur le canapé, buvaient mes bières dans le frigo et mangeaient la pizza que j'avais commandée pour le dîner. Une odeur de marijuana flottait dans l'air. « Salut, Lévi !» a crié Marcus en me voyant. « Tes amis voulaient rencontrer le gars qui est tombé dans le garage et s'est cassé le nez. » Ses amis ont éclaté de rire, connaissant manifestement la véritable version des faits. L'un d'eux, un garçon maigre avec des tatouages dans le cou, m'a regardé de haut en bas. « Mec, tu es bien plus petit que je ne l'imaginais. Marcus a dit que vous vous étiez battu, mais... » Il fit une pause théâtrale. « Ça n'a pas l'air d'un combat équitable, n'est-ce pas ?» Un autre ami ajouta, « Oui, Marcus a dit que tu avais essayé de le frapper en premier, mais que tu avais glissé et que tu t'étais cogné le visage contre le comptoir. Pas de chance, hein ?» Je sentis mon visage brûler. Pas seulement à cause de l'humiliation, mais aussi parce que je savais que Marcus racontait une version complètement différente des faits. Une version où j'étais l'agresseur incompétent qui s'était blessé en essayant de l'attaquer. Mon père entra dans la pièce à ce moment-là avec un plateau d'amuse-gueule. « Les gars, faites comme chez vous. C'est toujours sympa d'avoir de l'énergie jeune à la maison. »
Plus tard dans la soirée, après le départ de mes amis, Marcus m'a coincé dans la cuisine pendant que j'essayais de faire la vaisselle qu'ils avaient salie. Tu sais, Lévi, m'a-t-il dit en s'appuyant contre le comptoir à côté de moi, mes amis se sont inquiétés pour toi. Ils t'ont trouvé un peu instable. Comme si tu allais refaire une bêtise. Je me suis concentré sur les casseroles, mais j'ai senti ma mâchoire se crisper. Je leur ai dit de ne pas s'inquiéter, que tu avais retenu la leçon. Mais maintenant, je me dis que tu ferais peut-être mieux de rester loin de moi pendant un certain temps. Pour ta propre sécurité, tu comprends? C'était une menace déguisée en conseil. Marcus marquait son territoire, indiquant clairement que la maison était plus à lui qu'à moi. Le mercredi, la situation a dégénéré à un niveau que je n'avais pas prévu. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé la serrure de ma chambre changée. Quand j'ai essayé d'utiliser ma clé, elle ne fonctionnait pas. « Marcus !» ai-je crié en descendant les escaliers. Pourquoi ma serrure a-t-elle été changée? Il était dans le salon en train de regarder la télévision, en train de manger un pot de glace que j'avais acheté le week-end dernier. « Ah, ça !» dit-il d'un ton désinvolte, sans quitter l'écran des yeux. « Ton père a pensé que c'était mieux. Certaines de tes affaires avaient disparu, et il s'est dit que tu cachais peut-être quelque chose de dangereux là-dedans. De la drogue, je sais pas. Quelles affaires ont disparu? Quelle drogue? C'est ridicule. » Mon père est apparu dans le couloir, tenant un petit flacon de comprimé. « Lévi, nous avons trouvé ça sous ton lit. Ce sont des analgésiques sur ordonnance, mais tu en as beaucoup plus que ce qu'une personne seule devrait avoir. » J'ai immédiatement reconnu le flacon. C'était le médicament que le médecin m'avait prescrit pour ma douleur au nez. Mais quelque chose n'allait pas. L'étiquette était partiellement retirée et le flacon était rempli de comprimés qui n'étaient pas les mêmes que ceux que je prenais. « Papa, ce ne sont pas mes médicaments. J'ai mes médicaments avec moi. Lévi, nous les avons trouvés sous ton lit. À qui d'autre pourrait-il appartenir? » Marcus souriait à la télévision, comme s'il regardait une émission particulièrement amusante. À ce moment-là, quelque chose a fait tilt dans mon esprit. Marcus ne se contentait pas de m'intimider physiquement. Il sapait systématiquement ma crédibilité, plaçait des preuves, créait des récits dans lesquels j'étais le problème de la famille. « Je veux récupérer ma clé, » ai-je dit en essayant de garder une voix ferme. « Quand tu auras prouvé que tu ne prends pas de drogue, on discutera, » a répondu mon père. « En attendant, tu peux dormir sur le canapé du salon ou dans la chambre d'amis en bas. » La chambre d'amis au sous-sol. Humide, sans fenêtre, avec un vieux lit qui grinçait à chaque mouvement. L'endroit où mon père m'envoyait quand je ne me comportais pas bien pendant mon adolescence. Cette nuit-là, allongé dans le sous-sol sombre, j'entendais des bruits de pas à l'étage. Des rires étouffés. Des conversations chuchotées. Ils discutaient de moi, planifiaient leur prochain coup. C'est à ce moment-là que tout s'est cristallisé dans mon esprit. Marcus ne profitait pas simplement de la protection de mon père. Il orchestrait une campagne systématique pour m'isoler, me discréditer et, à terme, me chasser de ma propre maison. Chacune de ces actions était calculée pour paraître raisonnable aux yeux de mon père, tout en me rendant de plus en plus vulnérable. Mais Marcus avait commis une erreur cruciale. Il avait supposé que j'étais passif de nature, que j'accepterais tout ce qu'il ferait tant qu'il n'y aurait pas d'affrontement physique direct. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant mes années à l'université, j'avais travaillé à temps partiel dans le cabinet d'avocats de la famille Patterson, les avocats les plus respectés de la ville. Je ne me contentais pas de classer des dossiers, j'apprenais le droit de la famille, le droit immobilier et le droit de la preuve. Marcus ne savait pas non plus qu'avant de changer la serrure de ma chambre, j'avais déjà emporté tout ce qui avait vraiment de la valeur. Y compris les documents prouvant que la maison était enregistrée au nom de mon grand-père décédé, avec une clause spécifique garantissant qu'elle me reviendrait à ma 25e année. Une clause que mon père avait apparemment oublié de mentionner lorsqu'il avait invité Marcus à vivre avec nous de façon permanente. Pendant qu'il dormait à l'étage, planifiant comment m'humilier le lendemain, j'étais au sous-sol, passant discrètement des coups de fil à des personnes que Marcus ne soupçonnait pas connaître. Le premier appel était destiné au docteur Hélène Patterson, qui se souvenait encore de moi avec affection et avait des relations dans tout le comté. Le deuxième était destiné au détective privé qui avait aidé notre famille des années auparavant, lorsque nous soupçonnions mon oncle Robert de détourner l'argent de l'héritage de ma grand-mère. Marcus voulait jouer, il allait jouer. Mais cette fois, c'était moi qui dicterais les règles. Et quand j'aurais fini, il découvrirait que me casser le nez était le moindre de ses problèmes. Le premier appel que j'ai passé depuis le sous-sol était pour le docteur Hélène Patterson, à 6 heures du matin, jeudi. Elle a répondu à la 3e sonnerie, avec cette voix précise qui me rappelait l'époque où je classais des dossiers dans son bureau. « Lévi, quelle surprise! Comment vas-tu, mon chéri? Docteur Patterson, j'ai besoin d'un conseil juridique urgent.
Il s'agit d'une question de propriété immobilière et de droits successoraux. Il y eut un silence. Hélène avait été l'avocate de la famille lorsque mon grand-père était décédé, et je savais qu'elle se souvenait des détails spécifiques du testament. Ah, je vois. Votre père a enfin retrouvé les documents qui avaient été perdus? L'ironie dans sa voix m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Mon père n'avait pas perdu de documents. Il les avait cachés intentionnellement. Pas exactement. J'ai besoin de connaître mes droits légaux sur la propriété. Et je dois documenter une agression. Lévy, pouvez-vous passer à mon bureau cet après-midi? Apportez tous les documents médicaux dont vous disposez. Le deuxième appel était pour Danny Morrison, le détective privé qui avait travaillé avec nous il y a des années. Danny était discret, efficace et avait des relations dans tous les services municipaux. Danny, j'ai besoin d'un service. C'est à propos de Marcus Hartley, mon cousin. J'ai besoin de tout savoir sur lui. Son casier judiciaire, ses antécédents financiers, scolaires, tout ce que tu peux trouver. Marcus Hartley, ce nom me dit quelque chose. N'est-ce pas lui qui a causé cet accident de la route il y a quelques années? Celui que ton père a étouffé? Exactement. Lévy, si c'est bien ce que je pense, il y a beaucoup plus à creuser sur ce garçon. Donne-moi 48 heures. Pendant tout ce temps, Marcus continuait à vivre comme s'il était le roi de la maison. Le jeudi soir, il a ramené une nouvelle petite amie, une jeune fille d'apparence âgée de 19 ans qu'il avait rencontrée sur une application de rencontre. Ils ont fait du bruit jusqu'à 3 heures du matin, et quand je m'en suis plaint au petit déjeuner, mon père a levé les yeux au ciel. Lévy, tu es jaloux parce que tu ne trouves personne? Marcus est dans la fleur de l'âge. Papa, la fille avait l'air d'avoir 19 ans. Marcus en a 25. Et alors? Ce sont des adultes. Mais cette information m'a donné une idée. J'ai commencé à observer les habitudes de Marcus. Il avait toujours des petites amies très jeunes. Il racontait toujours qu'il était incompris par les femmes de son âge. Il se vantait toujours de savoir impressionner les filles inexpérimentées. Le vendredi, je me suis rendu à mon rendez-vous avec le docteur Patterson. Son bureau était exactement comme dans mes souvenirs. Des étagères en acajou remplies de codes juridiques, des diplômes accrochés au mur, un bureau imposant où la justice était rendue avec une précision chirurgicale. « Lévy, je vais être direct, » dit-elle en examinant les documents médicaux que j'avais apportés. « Vous avez un dossier solide pour agression. Mais dites-moi, quel est votre véritable objectif ici? Je veux que Marcus quitte ma maison. Et je veux que mon père rende des comptes pour ce qu'il a fait. » Elle sourit. Pas un sourire joyeux, mais le genre de sourire que les avocats ont quand ils voient une stratégie gagnante. Le testament de votre grand-père était très clair. La propriété vous revient lorsque vous atteignez l'âge de 25 ans, ou immédiatement si vous prouvez que vous êtes menacé physiquement dans la résidence. Votre père avait la garde temporaire, mais il n'a jamais eu la possession légale. 25 ans. J'aurai 23 ans dans 2 mois. Et si je prouve l'agression, avec des documents médicaux et peut-être un enregistrement du refus de votre père d'appeler la police, la propriété serait transférée immédiatement. J'ai l'enregistrement. Ses yeux brillèrent. Alors tu as une décision à prendre, Lévy. Veux-tu simplement la maison, ou veux-tu que justice soit faite? Que veux-tu dire par justice? Danny m'a appelé hier soir. Le casier judiciaire de ton cousin est impressionnant. 3 accusations d'agression qui ont été retirées, 2 cas de conduite en état d'ivresse qui ont disparu des registres, et un comportement avec des mineurs qui frôlent le criminel. Mon sang s'est glacé. Des mineurs. Je ne peux rien prouver, mais Danny a trouvé des traces de plusieurs plaintes auprès des services sociaux qui ont été classées. Toujours des filles âgées de 16 à 18 ans. Toujours avec des histoires similaires de coercition. À ce moment-là, j'ai pensé à la fille de 19 ans que Marcus avait ramenée à la maison. Combien d'autres y avait-il eu avant elle? Si vous aimez suivre la justice pas à pas, abonnez-vous à la chaîne pour voir comment de petits indices se transforment en preuves accablantes. Murmurai-je pour moi-même tout en assimilant l'information. Docteur Patterson, je veux faire les choses correctement. En toute légalité, avec des preuves à l'appui. Alors, nous aurons besoin de plus que votre parole. Nous aurons besoin que Marcus s'incrimine lui-même. Elle me tendit un petit appareil qui ressemblait à un chargeur de téléphone portable. Un enregistreur numérique de haute qualité. Tout à fait légal si vous l'utilisez chez vous. J'ai besoin que vous documentiez non seulement les agressions, mais aussi toute conversation qui révèle son comportement habituel. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Marcus était dans le salon en train de regarder la télévision et de manger une pizza qu'il avait commandée avec ma carte de crédit. Une autre violation que j'allais désormais documenter méticuleusement. « Salut,
cousin, dit-il sans quitter l'écran des yeux. J'ai entendu dire que tu posais des questions autour de toi. Fais attention à ne pas te mêler de choses que tu ne comprends pas. La menace était claire, mais cette fois, j'étais prêt. Je ne sais pas de quoi tu parles, Marcus. Il se tourna vers moi, un sourire cruel sur le visage. Ton père m'a dit que tu avais passé des coups de fil suspects. Il m'a dit que tu mijotais peut-être quelque chose. Il envisage de te faire interner dans un endroit où tu pourras te calmer. Une hospitalisation psychiatrique involontaire. C'était leur dernier recours pour me faire taire. Mais Marcus avait commis une erreur fatale. Il avait révélé qu'il surveillait mes appels, ce qui signifiait qu'ils étaient inquiets. Et les gens inquiets commettent des erreurs. Surtout quand ils ne savent pas que chacun de leurs mots est enregistré. Cette nuit-là, allongé dans le sous-sol, j'ai allumé le magnétophone et j'ai commencé à prendre des notes détaillées sur chaque incident, chaque conversation, chaque comportement que j'avais observé. Marcus pensait qu'il m'avait coincé. Mon père pensait qu'il pouvait me faire taire en me menaçant d'internement. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est qu'en essayant de m'isoler complètement, ils avaient créé les conditions parfaites pour leur propre destruction. Dans 72 heures, lorsque j'aurais terminé la documentation nécessaire, la seule personne qui serait emmenée loin de cette maison serait Marcus. Et cette fois, aucun avocat coûteux ni aucune faveur familiale ne pourrait le sauver. Le premier domino est tombé un lundi à 7 heures du matin, lorsque Marcus a reçu un appel de l'académie de police. « Monsieur Hartley, ici le sergent Williams du service des admissions. Malheureusement, nous devons annuler votre participation au programme de formation. » J'étais dans la cuisine en train de préparer le café lorsque j'ai entendu le ton de sa voix changer radicalement. « Annulé ? Pourquoi ? J'ai réussi tous les tests. Nous avons reçu des informations sur votre passé qui doivent être examinées plus en détail. Nous vous recommandons de consulter un avocat. » Marcus raccrocha violemment le téléphone et, pour la première fois depuis que je le connaissais, je vis une véritable peur dans ses yeux. Pas la colère contenue habituelle, mais une panique pure. « C'était quoi ça ?» marmonna-t-il en composant rapidement un autre numéro. Pendant qu'il était au téléphone, essayant de comprendre ce qui s'était passé, mon père descendit les escaliers en peignoir. « Que se passe-t-il ici ? Marcus, pourquoi cries-tu si tôt ? » « Quelqu'un a saboté ma candidature à l'académie, » a répondu Marcus en passant nerveusement la main dans ses cheveux. « Ils ont dit avoir reçu des informations sur mon passé. » « Quelles informations ? Je n'ai rien dans mon passé. » Mon père m'a immédiatement regardé avec suspicion. « Lévi, tu as fait quelque chose. » Je gardais une expression neutre tout en buvant mon café. « Qu'est-ce que j'ai fait, papa ? Je n'ai accès à rien qui concerne l'académie de police. » Mais Marcus n'était pas convaincu. Au cours des jours suivants, il m'observait constamment, à la recherche de signes indiquant que je tramais quelque chose. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que la machine était déjà en marche, et que chacune de ses tentatives pour découvrir ce qui se passait ne faisait qu'accélérer le processus. Le mercredi, le deuxième domino est tombé. Danny Morrison s'est présenté à notre porte à 2 heures de l'après-midi, alors que j'étais seul à la maison. Marcus était sorti pour régler quelques problèmes, et mon père était au travail. « Lévi, j'ai apporté ce que tu m'as demandé, » m'a dit Danny en me tendant une enveloppe épaisse. « Et mec, tu avais raison. Ce Marcus est une bombe à retardement. » J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai trouvé des photos, des documents juridiques, des rapports de police classés. Le passé de Marcus était encore pire que ce que j'avais imaginé. 3 cas de violence domestique contre des ex-petites amies mineures, a expliqué Danny. Tous étouffés par ton père grâce à des accords à l'amiable. Un cas d'intimidation de témoins. Et regarde ça. Il désigna un document en particulier. Marcus a été renvoyé de 2 universités pour falsification de documents scolaires. Et ce n'est pas tout. Il doit 17 000 $ en prêts étudiants qu'il a déclarés comme remboursés dans toutes ses candidatures à un emploi. 17 000 $, répétai-je, digérant l'information. Et il y a quelque chose d'intéressant ici. Tu te souviens de sa petite amie de 19 ans qu'il a amenée la semaine dernière ? Emma Rodriguez ? J'acquiesçai. Elle a déposé une plainte aux polices le mois dernier pour menaces et coercition sexuelle. Le nom de l'agresseur a été omis du rapport public, mais... Danny sourit. Disons que j'ai des contacts au sein du département qui ont confirmé certains détails. À ce moment-là, j'entendis le bruit d'une clé dans la serrure. Marcus rentrait à la maison. « Danny, merci. Tu peux passer par la porte de derrière ? » « Bien sûr. »« Lévi, sois prudent. » Avec son passé, Marcus est capable de tout quand il se sent acculé. 5 minutes plus tard, Marcus entra dans la pièce où j'étais assis, apparemment en train de lire un livre. Qui était ce type qui sortait de chez nous ?
demanda-t-il d'un ton soupçonneux. Quel type? Ne me mens pas, Lévi. J'ai vu un homme sortir par l'arrière quand je suis arrivé dans la rue. Ah, c'était sûrement le technicien Internet. Papa a demandé à quelqu'un de vérifier le signal Wi-Fi. Marcus m'observa longuement, ne croyant manifestement pas à mon histoire. Lévi, si tu fais quelque chose. Marcus, l'interrompis-je en fermant le livre et en le regardant directement pour la première fois depuis des semaines. Tu m'as cassé le nez. Mon propre père a ri et m'a dit de ne pas appeler la police parce que ça ruinerait ta vie. Pourquoi diable perdrais-je mon temps à faire quelque chose contre toi? La logique de ma réponse le prit au dépourvu. Après tout, de son point de vue, j'étais la victime passive que j'avais toujours été. Mais le jeudi matin, le troisième domino explosa comme une bombe. Marcus reçut un appel d'Emma Rodriguez. Je ne pus entendre que sa partie de la conversation, mais cela suffit. Emma, de quoi tu parles? Quelle enquête? Je ne t'ai jamais menacé. Pause. Comment ça, tu as donné mon nom à la police? Emma, tu ne peux pas faire ça. Pause plus longue. Non, ne raccroche pas. Emma. Marcus a jeté le téléphone sur le canapé et a commencé à faire les 100 pas dans le salon, clairement paniqué. C'est alors que mon père est rentré du travail et a trouvé Marcus dans cet état. Fiston, qu'est-ce qui s'est passé? Papa, il se passe quelque chose de grave. D'abord, l'académie de police m'a rejeté sans raison. Maintenant, une ex-petite amie dit qu'elle va me dénoncer pour des menaces que je n'ai jamais proférées. Quelqu'un est derrière tout ça. Mon père me regarda à nouveau. Lévi, où étais-tu aujourd'hui? Au travail, papa. Je peux te montrer ma carte de points si tu veux. Ça ne prouve rien, a explosé Marcus. Il a peut-être engagé quelqu'un. Papa, Lévi essaie de me détruire. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps de jouer mon va-tout. Marcus, ai-je dit calmement, tu veux que je te montre exactement ce que j'ai fait? Le silence dans la pièce était total. J'ai tout documenté. L'agression, la conversation où mon père m'a dit de ne pas appeler la police, ses menaces ultérieures, ses tentatives de placer de la drogue dans ma chambre. J'ai sorti le petit enregistreur numérique de ma poche. 3 semaines d'enregistrement. Ta propre voix admettant que tu m'as cassé le nez. Ta propre voix me menaçant de plus de violence. Marcus est devenu blanc comme un linge. Vous voudrez également savoir qu'Emma Rodriguez ne m'a pas contacté. Elle a contacté la police de son propre chef, mais lorsqu'ils ont enquêté sur son passé, ils ont découvert un comportement récurrent associé à vous. Je fis une pause, savourant l'instant. Et la police? Ils ont une politique de tolérance zéro pour les candidats ayant des antécédents de violence domestique. Surtout lorsqu'il existe des preuves médicales attestant d'agression. Marcus a essayé d'avancer vers moi, mais mon père l'a retenu. Et il y a autre chose que vous devez savoir tous les deux, ai-je poursuivi, ma voix gagnant en force. Cette maison ne t'appartient pas, papa. Elle ne t'a jamais appartenu. Le testament de grand-père était très clair. La propriété me revient automatiquement si je prouve que je suis menacé physiquement dans la résidence. Je sortis les documents juridiques que le docteur Patterson avait préparés. Selon le code de la propriété de l'État, avec les documents médicaux attestant de l'agression et les enregistrements des menaces ultérieures, le transfert de propriété a été approuvé ce matin. Marcus et mon père me regardèrent comme si j'avais une deuxième tête. Vous avez 72 heures pour quitter ma maison. Marcus a finalement explosé. Espèce de petit ver manipulateur. Tu as tout manigancé. Je me suis défendu. Les jeux interrompus. Et si tu essaies de me toucher à nouveau, j'appelle la police immédiatement. Cette fois, mon père ne pourra pas m'en empêcher. C'est alors que le téléphone de la maison a sonné. Mon père a répondu, encore sous le choc. Allô? Oui, il habite ici. Non, l'adresse est correcte. Il raccrocha et regarda Marcus avec une expression d'horreur grandissante. Marcus, c'était la police. Ils veulent que tu te présentes au poste demain pour répondre à quelques questions au sujet d'Emma Rodriguez. Et au sujet de 2 autres filles qui ont également porté plainte. L'empire protecteur que Marcus avait construit en manipulant mon père s'est complètement effondré à ce moment-là. Et tandis qu'il assimilait l'ampleur de ce qui se passait, j'ai souri pour la première fois en 3 semaines. La vérité, c'est que tu ne m'as pas seulement cassé le nez, Marcus. Tu as détruit ta propre vie. 6 mois plus tard, j'étais assis sur la terrasse de ma maison, désormais vraiment la mienne, en train de prendre mon petit déjeuner lorsque j'ai reçu l'appel que j'attendais. Lévi, c'est le docteur Patterson. J'ai des nouvelles concernant Marcus. Sa voix était empreinte de cette satisfaction professionnelle que les avocats développent lorsque la justice finit par prévaloir.
Le jury a rendu son verdict aujourd'hui. Marcus a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation d'agression, 2 de coercition sexuelle et 1 de fraude documentaire. 5 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 2 premières années. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Je n'ai ressenti aucune joie vengeresse, seulement un sentiment d'apaisement que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Et les autres filles. Emma Rodriguez a joué un rôle essentiel dans le procès. Son témoignage a encouragé 2 autres victimes à se manifester. Le comportement de Marcus était si évident que le procureur a pu ajouter une accusation de prédateur sexuel en série. Marcus n'intimidera plus personne. Après l'avoir raccroché, j'ai parcouru la maison rénovée. La transformation était totale, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Là où régnait auparavant une tension étouffante et une peur constante, il y avait désormais une paix authentique et un objectif clair. La chambre de Marcus était devenue une bibliothèque avec des fauteuils confortables et des étagères allant du sol au plafond. L'espace où il avait entreposé ses menaces et son arrogance abritait désormais des livres de droit, des récits de dépassement de soi et des manuels d'aide aux victimes. Le sous-sol humide où j'avais été contraint de dormir pendant ces semaines humiliantes avait été entièrement réaménagé pour devenir mon cabinet d'avocat. Oui, j'avais repris mes études de droit avec une spécialisation dans les droits des victimes de violences domestiques. Danny Morrison est passé prendre un café quelques semaines après la condamnation. Il était devenu non seulement mon enquêteur privé, mais aussi un véritable ami qui respectait le chemin que j'avais parcouru. « Lévi, tu dois savoir ce qui s'est passé après l'incarcération de Marcus », m'a-t-il dit en remuant son café. Apparemment, en prison, il a essayé d'intimider d'autres détenus comme il le faisait à la maison. Ça n'a pas très bien marché. Que veux-tu dire? Disons que les hommes qui battent les femmes ne sont pas particulièrement populaires en prison. Marcus a rapidement appris qu'en dehors de chez lui, sans la protection de son père, il n'était qu'un lâche de plus qui avait besoin d'une protection constante. L'ironie était poétique. Marcus, qui avait passé des années à se forger une réputation en intimidant des personnes vulnérables, vivait désormais dans la peur constante d'être intimidé. Mon père a essayé de m'appeler plusieurs fois au cours des premiers mois qui ont suivi le déménagement. Les messages vocaux qui commençaient par des demandes de pardon ont évolué vers des explications défensives sur le fait qu'il ne savait pas comment les choses avaient pu aller aussi loin, puis se sont transformés en accusations amères sur le fait que j'avais détruit la famille. Je n'ai jamais répondu à ces appels. La vérité était claire. Lorsque vous choisissez systématiquement de protéger un agresseur plutôt que sa victime, vous devenez complice de l'agression. Certains ponts ne méritent pas d'être reconstruits, surtout lorsqu'ils ont été brûlés par ceux qui auraient dû être les premiers à me protéger. Le dernier message que j'ai reçu de sa part était particulièrement révélateur. « Lévi, tu es devenu une personne amère et vindicative. Ta mère serait honteuse de ce que tu as fait à cette famille. » Quand j'ai entendu cela, j'ai souri pour la première fois depuis des mois. Ma mère était morte en défendant les plus vulnérables, travaillant comme assistante sociale jusqu'à ses derniers jours. Si elle avait pu voir ce que j'étais devenu, quelqu'un qui se bat pour la justice et protège les victimes, elle aurait été fière. Emma Rodriguez est venue me rendre visite un jeudi après-midi ensoleillé. Elle s'était inscrite à l'université et étudiait la psychologie, avec une spécialisation en traumatologie et en rétablissement. Elle prévoyait de travailler avec d'autres survivantes d'abus une fois diplômée. « Lévi, je voulais te remercier de m'avoir permis de trouver ma voie », m'a-t-elle dit, assise dans la même pièce où Marcus m'avait menacé quelques mois auparavant. « Tu ne m'as pas seulement aidé à le dénoncer. Tu m'as montré que la justice peut vraiment exister. Tu as toujours eu ta voix, Emma. Je t'ai simplement aidé à créer un espace sûr pour qu'elle soit entendue. » Elle a souri. Un sourire sincère qui contrastait fortement avec la peur que j'avais vue dans ses yeux lorsqu'elle était avec Marcus. Il disait toujours que personne ne me croirait. Que j'étais trop jeune, trop inexpérimenté. Que sa parole valait plus que la mienne parce qu'il était plus âgé, plus établi. Et maintenant? Maintenant, je sais que la vérité finit toujours par éclater. Surtout quand il y a des gens prêts à se battre pour elle, même quand ils se battent pour des inconnus. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une enveloppe épaisse par la poste. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite sur du papier de prison, avec une écriture familière mais visiblement altérée par la colère. « Lévi, tu as détruit ma vie à cause d'un accident. Un seul moment de colère que n'importe qui d'autre aurait oublié. J'espère que tu es heureux de vivre seul dans cette maison, car tu as aliéné toute ta famille à cause de ton drame. Personne ne te pardonnera jamais ce que tu as fait. » Il n'y avait pas de signature, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture de Marcus. J'ai soigneusement plié la lettre et l'ai rangée dans un dossier avec toutes les autres preuves. Pas comme un trophée de guerre, mais comme un rappel de l'importance de documenter la vérité. Marcus ne comprenait toujours pas. Pour lui,
Me casser le nez n'avait été qu'un accident, un moment de colère que j'aurais dû oublier. Il croyait sincèrement que j'avais détruit sa vie pour un incident mineur, incapable de reconnaître le schéma systématique d'abus qu'il représentait. La semaine dernière, Danny m'a appelé pour me donner des nouvelles de mon père. Lévi, ton père vit dans un parc de caravanes à l'autre bout de la ville. Il a perdu son emploi à l'usine après que l'histoire s'est répandue parmi ses collègues. Apparemment, personne ne voulait travailler avec quelqu'un qui avait systématiquement couvert un agresseur. Comment va-t-il financièrement? Il se débat. Sans maison à lui, il n'obtient pas de crédit. Et sans référence positive de son dernier emploi, il a du mal à trouver du travail. J'ai entendu dire qu'il faisait des petits boulots de menuiserie quand il pouvait. Et émotionnellement. Amer. En colère. Il raconte à tous ceux qui veulent l'entendre que vous êtes un fils ingrat qui a détruit sa famille par vengeance. Mais Lévi. Danny marqua une pause. Les gens ne croient pas à son histoire. Quand vous expliquez qu'un père a choisi de protéger l'agresseur plutôt que la victime, son récit s'effondre rapidement. J'ai raccroché et je me suis replongé dans mes études. Mon père avait fait ses choix pendant des décennies. Il vivait désormais avec les conséquences naturelles de ses décisions. Le cabinet d'avocats où je travaille comme assistante juridique s'est spécialisé dans les affaires de violence domestique après mon expérience. Ma patronne, Maître Patterson, m'a proposé un poste permanent, et ensemble, nous aidons d'autres victimes à naviguer dans le système judiciaire avec dignité et force. Ce matin, alors que je me préparais pour une nouvelle journée passée à représenter des survivants, j'ai regardé le miroir de la salle de bain. Le même miroir où j'avais vu mon nez cassé et enflé 8 mois plus tôt. La cicatrice était toujours là, une fine ligne qui traversait l'arête de mon nez. Mais au lieu de me rappeler l'humiliation, elle me rappelait la transformation. Ce n'était pas une marque de victimisation, mais un symbole de résistance. Marcus pensait que me casser le nez me briserait. Mon père pensait que se moquer de ma douleur me réduirait au silence pour toujours. Ils avaient tous les deux fondamentalement tort. La douleur ne m'a pas détruite. Elle m'a forgée pour devenir plus forte et plus déterminée. L'injustice ne m'a pas vaincue. Elle m'a appris à me battre pour la justice avec précision et détermination. Et le sentiment dévastateur d'être seul contre une famille qui aurait dû me protéger ne m'a pas isolé. Il m'a montré qui j'étais vraiment lorsque tous les masques sociaux sont tombés et que seule la vérité est restée. Hier, j'ai reçu un appel d'une jeune femme de 19 ans dont le petit ami lui avait cassé 2 doigts lors d'une dispute. Sa famille l'a poussé à ne pas porter plainte, car cela ruinerait son avenir dans l'ingénierie. Quand j'ai fini de lui expliquer ses droits et les recours dont elle disposait, elle m'a dit quelque chose qui m'a fait sourire. « Merci de m'avoir montré que je mérite justice, même quand les personnes qui devraient me protéger disent le contraire. » Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce parcours vers le dépassement de soi et la justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes de personnes qui ont refusé d'accepter l'injustice et ont transformé leur douleur en force. Des histoires qui prouvent que la vérité finit toujours par triompher, même lorsque cela semble impossible. Car en fin de compte, peu importe combien de fois on essaie de nous briser, de nous réduire au silence ou de nous convaincre que nous méritons moins que la justice. Ce qui compte vraiment, c'est comment nous choisissons de nous reconstruire et ce que nous faisons de la force que nous trouvons dans ce processus. Quand je me regarde dans le miroir aujourd'hui, je ne vois plus la victime sans défense d'un cousin violent qui m'a cassé le nez et protégé par un père complice. Je vois une survivante qui a appris que la vraie force ne vient pas du fait de ne jamais tomber, mais de toujours se relever avec plus de sagesse, plus de compassion et plus de détermination. Marcus m'a cassé le nez lors d'un accès de rage incontrôlable. Mais j'ai brisé le cycle de violence qui corrompait notre famille depuis des générations. Et lorsque d'autres victimes viennent me voir en quête d'espoir, je peux les regarder droit dans les yeux et leur dire avec une certitude absolue, la justice existe. Et vous méritez chaque goutte de justice. C'est la seule victoire qui compte vraiment.